Bien, je voudrais vous parler de la question de l'ontologie matérialiste et de la dialectique de la nature. C'est un peu trapu, mais c'est d'une grande actualité et je pense que chacun pourra réfléchir à cette question, d'autant que, un peu de publicité, il faut bien que je m'en fasse à moi-même, puisque il ne faut pas compter sur les capitalistes et les maisons d'édition capitalistes ou autres librairies pour m'en faire. Donc vous pouvez vous référer à mon livre Lumière commune, dont vous lirez le titre à l'envers. Donc pour développer ce genre de thématique, c'est un livre de philosophie générale en 5 tomes qui vient d'être réédité aux éditions Delga et dont le tome 3 porte spécifiquement sur le thème science et dialectique de la nature. Voilà. Alors je réponds ici à quelques objections qui sont souvent faites, qui sont un peu classiques, dirons-nous, à l'encontre des personnes qui, comme moi, font appel à l'ontologie matérialiste et à la dialectique de la nature. Alors le mot ontologie ne doit pas faire peur, ça veut dire étude de l'être, étude de ce qui est, plus exactement. Et donc ça s'oppose, ou ça se met en miroir tout au moins avec ce qu'on appelle la théorie de la connaissance, on dit aussi la gnoséologie, qui est l'étude du connaître. Ontologie, étude de l'être, et la gnoséologie, étude du connaître. Un certain nombre de philosophes, et notamment de marxistes qui ont battu en retraite à partir des années 50, ont voulu limiter le marxisme à une gnoséologie. D'autres ont voulu le limiter à une philosophie de la praxis, en empruntant un terme de Gramsci, qui a d'ailleurs une autre signification. Et moi je voudrais montrer que le marxisme, eh bien, c'est un bloc d'une grande cohérence, d'une grande logique, et qu'il comporte tous les éléments d'une véritable grande philosophie. Et dans une grande philosophie, il y a une ontologie, une gnoséologie, et bien sûr une philosophie de la pratique, une éthique, une politique, une esthétique même. C'est pour ça que ce livre dont je vous parlais à l'instant est d'ailleurs un traité de philosophie générale. La philosophie est générale, ou alors elle est purement sectorielle, et dans ce cas, eh bien, elle manque d'ambition. Il faut affronter cette grande ambition de la philosophie, surtout si on est marxiste, car l'un des buts de la philosophie, c'est d'asseoir sur des bases rationnelles la conception du monde et la recherche par l'homme du sens de l'histoire, du sens de son combat, du sens de son existence. Sinon, la philosophie ne vaut pas une heure de peine. Alors, pour revenir à cette question, pourquoi y a-t-il dans le marxisme une ontologie, une étude rationnelle de l'être? Et une étude, vous allez le voir, rationnelle, qui n'a rien à voir avec une spéculation métaphysique. Eh bien, d'abord parce que toute philosophie comporte une ontologie, même quand elle l'ignore et même quand elle le dénie. Si vous voulez, par exemple, les grandes philosophies de type positiviste, par exemple, ou de type kantien, rejettent l'ontologie, nous disent que l'ontologie est hors de portée, que nous ne pouvons pas savoir ce qu'est l'être, et qu'il faut se tenir à une critique de la connaissance, à une gnoséologie. Oui, mais du même coup, eh bien, l'être est plongé dans le mystère. On ne sait pas ce qu'est l'être en lui-même, et il ne faut pas chercher à le savoir, qui plus est. Et donc, au fond, la science, d'emblée, est très limitée dans ses ambitions, puisqu'elle n'atteint jamais le réel, la nature, les choses mêmes. Elle atteint simplement les apparences, ou plus exactement le phénomène des choses tel que nous le reflétons dans notre esprit. Comme si notre esprit n'était pas lui-même un élément de l'être, un moment de l'être, un développement de la nature, une suprême floraison de la nature, comme dit Engels dans son livre La dialectique de la nature, que je conseille à tout un chacun, notamment parmi les jeunes philosophes, de lire avec un œil à la fois critique et bienveillant, puisque ce texte a été écrit évidemment il y a longtemps, et il ne faut pas lui demander de parler de connaissances de la fin du XXe siècle ou du début du XXIe, bien sûr. Mais vous verriez comme cela combien ce texte était important. Effectivement, si vous voulez, par exemple, dans la philosophie, il y a une question fondamentale qui est posée. C'est ce qu'indiquent bien Marx, Engels, Lénine, etc. La question fondamentale de la philosophie, c'est celle de savoir ce qui est premier, ce qui est fondamental, ce qui est substantiel, comme on dirait en langage plus technique, bien de la matière ou de l'esprit. Si vous répondez que c'est l'esprit, vous êtes idéaliste.
ou spiritualiste. Si vous répondez que c'est la matière, vous êtes matérialiste. Le matérialiste va de la matière à l'esprit et dit que l'esprit est sorti de la matière, que l'esprit est une conséquence, si vous voulez, de la matière, et que par conséquent le reflet des choses que nous avons dans la tête, que nous appelons la pensée, est elle-même seconde par rapport à la réalité. Bref, ce n'est pas la pensée qui crée la matière, c'est la matière qui crée la pensée. C'est un peu dit rapidement, mais voilà, enfin, à moins de cela, à moins de chinoiser sur ces questions-là, on n'est pas matérialiste. Et de la façon inverse, eh bien, les idéalistes, philosophes idéalistes, nous disent plutôt que, effectivement, le réel, l'être, est une sorte de projection de notre esprit. Alors, dans les conceptions traditionnelles, créationnistes et d'origine religieuse, c'est l'esprit divin qui crée la matière en disant que la lumière soit et la lumière fut. Hein. Ça s'appelle le créationnisme, et c'est évidemment d'essence magique. Ça sort totalement du rationnel. Nous savons bien qu'en réalité, les choses ne se créent pas à partir de rien, mais qu'elles se transforment toujours à partir d'autre chose. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Voilà l'une des formules matérialistes les plus établies, qui viennent de Lavoisier et à travers lui des vieux matérialistes grecs, Démocrite ou Épicure ou encore Lucrèce. Alors effectivement, si vous êtes idéaliste, vous allez penser que la gnoséologie est l'aspect central, fondamental de la philosophie, puisque c'est la connaissance, puisque c'est l'idée, puisque c'est la pensée qui donne naissance aux choses, littéralement. Mais dans ces conditions, eh bien, l'ontologie sera elle-même, en quelque sorte, cachée, dissimulée dans la théorie de la connaissance. Elle nichera incognito, en quelque sorte, dans la théorie de la connaissance. Et c'est un peu le cas, par exemple, si l'on prend Platon. Platon, c'est un grand idéaliste, il développe l'idée que, la pensée que, eh bien, le fond des choses est constitué par leur forme avec un inf majuscule, leurs idées avec un i majuscule, que c'est le triangle qui est à la source des triangles concrets que nous pouvons dessiner sur le sable, si vous voulez, hein, que c'est le cercle, ou l'équation du cercle, dirait-on aujourd'hui, qui est la base de tous les cercles concrets, et à partir de là, eh bien, c'est l'idée qui donne naissance aux choses, et par conséquent, c'est la pensée, puisque qu'est-ce que c'est qu'une idée, sinon une pensée pure, qui donne naissance au réel. Si l'on s'éloigne de ces conceptions, à vrai dire, intéressantes, excitantes, si vous voulez, mais chimériques, hein, foncièrement chimériques, on s'aperçoit qu'il n'en est rien, c'est le contraire. Quand nous connaissons la réalité par l'acte le plus simple qui soit, par exemple par notre perception, quand je vois ma main, si vous voulez, faut d'abord qu'il y ait ma main, parce que s'il n'y avait pas ma main, eh ben, je pourrais regarder pendant 3 heures, et à moins d'avoir bu beaucoup d'alcool, je ne verrai rien. Hein, ou je verrai l'arrière-plan, et non pas ma main. Le réel précède, on le voit bien ici, la perception elle-même. Les choses sont là d'abord, en quelque sorte. Et de même, du point de vue, si vous voulez, du devenir historique, eh bien la matière, et on le sait, c'est un résultat des sciences, précède de longtemps l'être humain capable de penser, et même les êtres vivants, tout simplement, puisque, bon, sur Terre, par exemple, on estime que l'origine du vivant remonte à 4,5 milliards d'années, ce qui est lointain, certes, et encore, bon, des vivants qui ne sont pas dotés d'un système nerveux, et de capacités de perception très complexes. Et 4 milliards d'années, vous me direz que c'est beaucoup, mais 4 milliards d'années, c'est pas l'éternité. Et avant ces 4 milliards d'années, il y a la formation de la Terre, du système solaire, de la galaxie, et si on remonte très loin, donc effectivement, toute l'histoire de l'univers, au moins jusqu'au Big Bang, à supposer que le Big Bang soit l'origine absolue, ce dont je doute. Eh bien, vous voyez bien que donc le monde matériel lui-même a sa propre histoire, dont la pensée n'est elle-même, je reprends les mots d'Engels, qu'une floraison tardive. C'est-à-dire que, si vous voulez, la catégorie fondamentale du marxisme ne peut pas être, comme on le croit, le reflet, ni même la praxis. Le reflet et la praxis sont enchâssés, sont en quelque sorte, comment dirais-je, emboîtés, hein, dans le devenir général de l'être. La pratique elle-même, si vous voulez par exemple, n'a de sens évidemment que si elle est conforme à l'objet sur lequel elle agit. Lorsque le bûcheron coupe du bois par exemple, eh bien, il faut qu'il utilise du fer
avec sa scie, par exemple, ou avec sa cognée, parce que le fer est plus dur que le bois, et s'il fait le contraire, s'il essaye de couper du fer avec du bois, eh bien, il va pas aller loin, le malheureux, si vous voulez. Donc, d'une façon ou d'une autre, eh bien, souvenons-nous de cette formule, qui n'est pas de Marx, mais d'un dialecticien anglais, bien antérieur à Marx, Bacon, qui disait « On ne commande à la nature qu'en lui obéissant, et ce qui est cause dans la théorie devient moyen dans la pratique. » Il faut que le réel, en quelque sorte, soit notre guide, et que, bon, par exemple, on suive les lignes du bois pour arriver à le couper, non pas qu'on se mette à le couper sur ses nœuds, par exemple. Donc, si vous voulez, de toute façon, la pratique elle-même est guidée par l'objectivité d'un monde matériel antérieur. Le reflet lui-même de la pensée, eh bien, est lié aussi à cette réalité qui nous est antérieure. Pour que ce reflet soit juste, il faut qu'il soit adapté aux choses. La vérité est seconde par rapport à la réalité. Ce n'est pas, disait déjà Aristote, un grand dialecticien de l'Antiquité, ce n'est pas parce que nous disons vrai en disant que Simmias est blanc, que Simmias est blanc. C'est parce que Simmias est blanc que quand nous disons qu'il est blanc, nous disons la vérité. Donc le réel est avant, en quelque sorte, la vérité. Et, encore une fois, du point de vue historique, du point de vue chronologique, si vous voulez, du point de vue causal, eh bien, la pensée est seconde par rapport à la nature et à son évolution. L'homme, par l'évolution naturelle d'une part, et par son histoire multimillénaire, effectivement, a formé petit à petit sa pensée, et même les catégories de sa pensée, les catégories dont nous nous servons et qui sont basées sur le langage, comme la substance, la causalité, l'interaction et d'autres notions logiques de ce genre, sont le résultat, effectivement, de milliers d'années de pratiques enchâssées dans le langage. Et cette pratique elle-même, elle renvoie finalement à notre pratique des choses. Husserl disait, Husserl c'était un philosophe idéaliste, il disait que toute conscience est conscience de quelque chose. C'est déjà pas si mal pour un idéaliste. Et ben, il faut ajouter que toute pratique est pratique de quelque chose aussi. Et que toute pratique est pratique de quelqu'un, et que ce quelqu'un lui-même, il ne sort pas, il ne tombe pas du ciel. Il est lui-même le produit de toute une histoire, et que la raison humaine elle-même ne peut, en quelque sorte, mordre sur les choses, embrayer sur elles, que parce qu'elle-même, elle rend compte de la raison des choses, que parce qu'elle trouve dans les choses les emboîtements, les explications qu'elle est chargée de refléter le mieux possible, jamais du premier coup, peut-être jamais définitivement, ça c'est l'aventure de la science, mais en essayant de s'approcher de plus en plus, effectivement, de cette consécution que nous avons au sein des choses mêmes. Voilà pourquoi une philosophie matérialiste doit comporter une ontologie, voilà pourquoi d'ailleurs elle doit penser l'ontologie comme la base même de la gnoséologie. Car ce n'est pas à la gnoséologie, c'est-à-dire à la théorie du savoir, de nous dire comment les choses doivent être. C'est au contraire à l'étude des choses de nous dire comment nous devons procéder pour pouvoir les comprendre, telles qu'elles sont, évidemment. Alors certains me diront que ce que je dis là n'est pas très critique, que c'est pré-kantien, que c'est pré-critique. C'est une objection que faisait déjà Jean-Paul Sartre au matérialisme dialectique dans les années 50, et les matérialistes de l'époque avaient déjà répondu, mais eux, on les a oubliés ou occultés, alors que Sartre est toujours publié. Tant mieux d'ailleurs, parce que c'était quand même un personnage hautement respectable. Mais à partir de cet aspect des choses, disons tout de même que la critique de la raison dialectique qu'a développée Sartre est elle-même insuffisamment critique. D'abord, on fait comme si Kant était le point d'arrivée de la philosophie. Je m'excuse, il y a eu quand même, après Kant, un certain Hegel, par exemple. Et Hegel a commencé par, justement, critiquer la critique kantienne. Et elle est déjà plus critique. Il faut être plus critique que Kant, il faut une critique de la critique kantienne, en quelque sorte, comme dirait Marx. Une critique de la critique critique, même. C'est le titre d'un de ses bouquins. Car les catégories de la pensée et les formes de la sensibilité dont parle Kant, l'espace et le temps, évidemment, sont formées par l'évolution de toute une série de pratiques qui finissent par se réfléchir dans le langage et dans nos modes d'appréhension du monde. Qui peut croire sérieusement que l'espace et le temps soient des projections, en quelque sorte, de notre sensibilité et de notre esprit? La relativité d'Einstein a bien montré qu'en réalité, le temps est relatif non seulement à l'espace, et relatif objectivement, mais qu'en plus, le temps et l'espace eux-mêmes
sont en quelque sorte liés intrinsèquement à la matière, au devenir de la matière. Lisez par exemple l'ouvrage de Cohen-Tanuji, attendez que son prénom, c'est Gilles Cohen-Tanuji, qui s'appelle La matière espace-temps. Et vous verrez qu'effectivement, donc, la matière et le temps ne sont, la matière, l'espace et le temps sont des entités physiques. Alors bien sûr, on peut toujours ensuite subtiliser et dire que la matière elle-même est une invention de l'esprit. Bon, eh bien, je veux bien qu'on le dise, mais qu'on ait le courage à ce moment-là de ne pas se dire marxiste. À ce moment-là, on dit qu'on est idéaliste, que le marxisme s'est trompé, que le matérialisme est une erreur, et que le matérialisme historique, finalement, est une sorte d'aberration, puisque, au fond, il n'y aurait de matérialisme qu'en histoire, et pas dans le reste de la nature. Alors, je résume un petit peu les choses ici, si vous voulez, tout simplement en disant que toute philosophie comporte une ontologie, que le matérialisme forcément comporte lui aussi une ontologie, puisqu'il attribue à la matière le primat sur l'esprit, et puisque les relations entre la matière et l'esprit, pour le matérialisme, sont matérielles. La perception, quand je vous vois, c'est matériel. Il y a des ondes là qui se baladent entre nous, électromagnétiques et sonores, etc. Et puis tout ça, finalement, finit dans cette petite boîte là que j'ai en face de moi, est transformé en courant, plus exactement par le courant électrique, est transformé en ondes de radiodiffusion, et donc, ou de télédiffusion, et donc vous voyez mon image et vous entendez ce que je dis. Tout ça est extrêmement matériel et fini dans des neurones qui sont eux-mêmes des réalités matérielles. Donc, si vous voulez, le reflet lui-même est matériel. Le reflet est dans la matière, alors que la matière n'est pas dans le reflet. Hein, la matière contient le reflet, si vous voulez. Le reflet ne contient pas la matière, ou alors si on le dit, si on dit que c'est parce qu'il y a une pensée qui reflète eh bien, ses propres états d'âme ou ses propres sensations produites on ne sait comment et on ne sait où, à ce moment-là, ben oui, ben d'accord, on a le droit de dire ça, hein, mais on n'est pas matérialiste et on n'est pas marxiste. Voilà. Le tout, c'est d'être honnête, quoi, en quelque sorte, et de ne pas tricher avec soi-même. Alors voilà, ça c'est pour le premier point. Alors, la deuxième question que l'on peut effectivement ici poser, hein, par rapport toujours à ce livre qui parle de la dialectique de la nature et de l'ontologie matérialiste, notamment dans les sciences du XXIe siècle, eh bien, c'est de savoir si précisément, donc, en gros, on ne retombe pas ici, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, je vais élargir, dans une conception pré-critique, comme on dit quelquefois. Pré-critique, c'est-à-dire antérieure à Kant, XVIIIe siècle. Hein. Kant nous a interdit, en quelque sorte, de parler directement des choses, donc il a interdit les philosophies de la nature, et il a plutôt tourné, en quelque sorte, la philosophie vers la philosophie de la connaissance et vers la morale, pour aller vite, ou l'esthétique. Eh bien, je rappellerai tout simplement que, finalement, cette façon de voir de Kant est un peu, justement, étriquée. D'abord, il y a eu un Kant très intéressant, un Kant anté-critique, si l'on peut dire, et il était peut-être plus critique qu'on ne veut bien le dire. C'est ce Kant, professeur de physique, qui développait la théorie selon laquelle le système solaire s'était formé à partir des lois de Newton, et donc qui expliquait la naissance du système solaire par une nébuleuse tournant sur elle-même, se condensant dans son centre et donnant lieu à des planètes. C'était déjà une conception hautement historique et dialectique, sans que les mots soient employés, et bien de la formation du ciel, puisque le ciel apparaissait à ce moment-là, non pas comme un résultat éternel, mais comme une donnée naturelle ayant une histoire. Voilà, donc le Kant pré-critique est beaucoup plus critique qu'on ne croit, et pour autant il n'est pas coupé de l'ontologie. Il introduit des éléments de dialectique, à son insu bien sûr, dans la physique et dans l'astrophysique. Et puis, Kant c'est aussi l'auteur d'un petit livre magnifique qui s'appelle l'essai sur les grandeurs négatives, l'essai pour introduire en philosophie la notion de grandeur négative. Et donc là, effectivement, Kant nous montrait que dans la réalité, il y a du négatif. Il y a du négatif. Et bon, Kant n'était pas si loin que ça de l'idée qu'il peut y avoir des contradictions du négatif, donc du positif, dans la nature. Hein.
que la nature peut être en quelque sorte vectorisée, si l'on peut dire, qu'il peut y avoir donc du sens dans la nature, du sens au sens physique du mot, dans la nature. Donc lisez cet essai, souvent qualifié de précritique, mais on n'est pas si loin ici d'une dialectique de la matière. Il lui manque l'idée que cette dialectique de la matière peut être une logique. Alors Kant, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, c'est grandiose, dans sa critique de la raison pure. Il va aboutir à l'idée que si l'on veut pousser jusqu'au bout les grandes catégories logiques, on aboutit à ce qu'il appelle des antinomies, c'est-à-dire des contradictions indépassables, insolubles. Et il écrit au centre, au cœur de la critique de la raison pure, il écrit un texte très important qui s'appelle la dialectique transcendantale. Et là, il montre que on va pouvoir démontrer tout autant que le monde a un commencement, ou que le monde est éternel, hein, que le monde est composé de parties de plus en plus petites, donc continues, ou qu'au contraire, le monde est nécessairement composé d'atomes, enfin de parties, si vous voulez, indissolubles et insécables, que l'homme est dépourvu de liberté, et que tout est causalité dans sa vie, ou qu'au contraire, il y a des choix dans notre existence. Et donc, si vous voulez, au fond, il aboutit à l'idée que les grandes catégories logiques ne peuvent être utilisées que dans les sciences empiriques, mais qu'elles ne peuvent pas donner réponse à des questions très générales, à des questions ontologiques, si vous voulez. Oui, eh bien, Hegel, à ce moment-là, arrive, et il dit à Kant, eh oui, mais mon ami, vous n'êtes pas assez critique, vous en êtes resté à un gros préjugé, vous êtes resté dans la tendresse pour les choses, dit Hegel à Kant, qu'il admire, bien entendu. Pourquoi la tendresse pour les choses? Eh bien, parce que vous supposez que la contradiction ne peut être que dans notre tête, et qu'elle ne peut pas être dans les choses. Eh bien oui, il ne faut pas être si tendre que ça. La contradiction est dans les choses. La contradiction est dans les choses, et il faut comprendre la dialectique, le dialectique plutôt, comme dit Hegel, c'est-à-dire qu'en fait, en réalité, Kant, sans s'en rendre compte, a touché à cette grande idée que la contradiction et la raison doivent être réconciliées dans une logique nouvelle. Une logique nouvelle qui est la dialectique, une logique qui n'exclut pas la contradiction, mais qui, au contraire, comprend que les choses fonctionnent par contradiction. Ça ne veut pas dire qu'il faut se contredire et qu'un cercle est un carré ou que my sister is a boy. Hein. Bon, ça veut dire que une chose ne se pose qu'en s'opposant à ce qui n'est pas elle, et qu'à partir de là, A n'existe qu'en relation avec Nona, dans une espèce de combat et en même temps de point d'appui sur ce qui n'est pas elle, que cela signifie tout à fait une activité, un dynamisme, et que cela se dépasse sans cesse à un niveau plus large que Hegel appelle la négation de la négation. A, Nona, non Nona et non Nona, qui intègrent les deux moments précédents, c'est la négation de la négation, ça produit A à un niveau plus élevé. On donne ici l'image de la spirale et non pas du cercle. La spirale qui fait que le mouvement s'introduit dans la logique même, la logique devient la logique du mouvement, et les contradictions se surmontent les unes les autres pour parvenir à des développements. La logique, ou la dialectique, nous dit Hegel, c'est l'autodéveloppement de la chose même. La critique, elle se fait, mais elle se fait dans le réel lui-même. C'est le réel lui-même qui développe sa propre critique sans arrêt en se dépassant, en se surmontant lui-même. C'est le mot allemand aufheben, qui veut dire à la fois dépasser et supprimer. Le réel se pose à un niveau supérieur où, en tant que sa première forme disparaît, il apparaît sous une deuxième forme. Soit dit en passant, on voit pourquoi il peut y avoir reflet aussi, pourquoi le reflet peut être une des catégories de la dialectique, puisque le reflet n'est jamais autre chose que la reprise dans mon esprit de la forme de la chose sans la chose elle-même. Hein, quand je fais le plan d'une maison, eh bien, il est sur le papier, mais il a bien la forme de la maison, mais ce n'est pas des briques et des parpaings, c'est du papier. Et avant tout, c'est aussi un schéma que j'ai tracé d'une façon ou d'une autre dans mes neurones, comme le montrerait le professeur Changeux, par exemple. Hein. Voilà, donc, en fait, on ne demande pas de retourner avant Kant, on demande de dépasser Kant et d'aller dans le sens de Hegel. Marx lui-même dépassera Hegel
parce que Hegel fait encore entrer cette logique, cette dialectique uniquement au niveau de l'esprit. Et donc lui aussi, il est trop tendre avec les choses. Il inscrit simplement cette dialectique, cette contradiction dans l'histoire du sujet humain, dans l'histoire de l'homme, comme si l'homme était coupé de la nature, et Hegel va par exemple commettre l'erreur dans sa philosophie de la nature d'exclure l'idée d'évolution de la nature. Alors Marx et Engels arrivent après cela, et donc en 1845-46, dans l'idéologie allemande, ils vont expliquer que l'homme commence à se distinguer des animaux quand il commence à fabriquer ses moyens d'existence, pas en avant, qui est le résultat de sa complexion corporelle, autrement dit de son anatomie. Eh bien cette phrase est magnifique, elle montre bien que l'histoire est enchâssée dans l'histoire de la nature, que l'histoire de l'histoire, celle de l'homme, est enchâssée dans l'histoire de la nature. Il y aura un texte très beau de Engels dans la dialectique de la nature qui s'intitule La transformation du singe en homme par le travail. Et effectivement, donc, quand le singe que nous étions, l'hominine que nous étions, se redresse progressivement et devient capable de marcher sur deux pattes, et d'avoir donc ses mains libres et de travailler, donc de fabriquer des objets, des outils, pas simplement de façon occasionnelle comme chez les animaux, mais de manière systématique, quand en même temps sa tête se développe parce que l'axe vertébral s'est retrouvé déplacé, que la boîte crânienne peut se développer, que la phonation, que la bouche est délivrée de la tâche de mordre et de prendre, et que donc, bon voilà, enfin bref, c'est ce qu'on appelle le dispositif corporel de l'Homo sapiens, eh bien l'homme va devenir technicien, capable de faire des objets, et ensuite ces objets de les transmettre, de les donner à ses descendants qui vont les modifier à leur tour, et on entrera dans le domaine, dans le cycle de l'héritage, de la culture et de l'histoire, de la transformation de la nature par l'homme, de l'homme par la nature, et donc évidemment ici on va avoir une formidable accélération de la transformation des choses, puisqu'on n'aura plus besoin de l'évolution qui prend des centaines de milliers d'années pour que les pensées, par exemple, pour que les représentations évoluent. Elles évolueront au rythme de l'héritage qui se renouvelle, au rythme lui-même des générations, voire à notre époque, au rythme de plusieurs générations par génération, puisque ce sont les générations d'objets qui décident des générations de pensées, quelque part. Alors voilà, donc, si vous voulez, la nature elle-même produit l'histoire. Et elle produit l'histoire d'une certaine façon en se niant elle-même. Cette nature qui s'est affirmée à travers toute une évolution, elle produit un être qui va être capable de la nier dans une certaine mesure. De la nier pas dans sa totalité, de nier ce que l'homme touche de la nature, l'environnement si vous voulez. Et à partir de là, eh bien, il va y avoir une dialectique de l'environnement et de l'être humain, donc des forces productives et des rapports entre les hommes. C'est ce que Marx appelle le mode de production. C'est comme ça que Marx et Engels poseront l'idée du matérialisme dialectique, du matérialisme historique. Sinon, ça serait une lubie de dire, voilà, il faut partir de l'économie et non pas de la religion. Pourquoi Pourquoi de l'économie plutôt que de la religion? Eh bien, c'est parce que c'est à travers la transformation de la nature par l'homme, autrement dit par le travail, que l'homme se fait homme, que l'homme s'hominise, que l'homme s'humanise. C'est pour ça qu'il faut considérer toujours cela comme étant l'élément premier dans l'interprétation d'une société, qu'il faut donc être matérialiste dans le domaine socio-historique. Autrement dit, la dialectique de la nature et le matérialisme historique sont étroitement enchâssés, comme dans un célèbre opuscule d'un personnage dont vous trouverez le nom tout seul, et qui, effectivement, donc lié matérialisme dialectique et matérialisme historique, le lien entre les deux, la médiation entre les deux étant la dialectique de la nature et derrière elle l'ontologie matérialiste. Sinon, le matérialisme historique flotte en l'air, il se casse la figure, et pour finir, on aboutit à des philosophies de la praxis ou à des gnoséologies marxistes qui sont tout ce qu'on veut, sauf matérialistes, qui vont mettre au premier plan toujours la culture, les modifications de la culture, on ne sait pas d'où elles sortent, et qui vont, au fond, pour finir, nier, du point de vue, disons, politique et social, le rôle fondamental de la lutte des classes, le rôle fondamental de la classe ouvrière, le rôle fondamental de la nécessité pour la classe ouvrière de se doter d'un parti et de mener la lutte des classes jusqu'au communisme. Bon, c'est toujours ça finalement qui est un peu derrière ces dérapages successifs. Voilà, donc je pense pour aujourd'hui que peut-être je peux m'arrêter là.
Oui, me semble-t-il. Ah oui, peut-être encore un point. Il y a une grande modernité à ce que je suis en train de dire, parce que cette dialectique de la nature, lisez mon bouquin. Il est beau, avec une photo de Tatlin, hein, qui montre bien justement la construction en spirale, je ne sais pas si on le voit à l'écran, la construction en spirale de l'international communiste, mais en réalité du progrès humain. Et puis, en fait, il s'agit bien entendu de montrer combien la dialectique de la nature est pertinente pour lire les scientifiques actuels, les revues scientifiques actuelles. Vous allez voir qu'effectivement, il y a une formidable dialectique de la nature dans le domaine de la physique, dans le domaine de la cosmologie, dans le domaine de la fusion. Ça, je le montre, je pense, assez fortement, de la cosmologie actuelle et de la physique fondamentale. Je ne peux pas développer tout dans la même vidéo. J'essaye de montrer qu'il en est de même aussi dans le domaine de la biologie. Et lisez les travaux de Guillaume Suing, par exemple, à ce sujet, concernant les rapports entre l'inné et l'acquis, la génétique et l'évolution. Et on verra qu'effectivement, il y a une dialectique réelle, pas simplement dans la tête du chercheur, en gros, ce qui évolue et de ce qui se répète, si l'on peut dire. Du génétique et de l'évolutif, en quelque sorte. Et dans mille autres domaines, en économie par exemple, l'essentiel, l'acquis essentiel de cette dialectique étant de bien distinguer les formes et la matière elle-même, car si rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, c'est bien que la matière subsiste, mais toujours sous des formes différentes. Et que par conséquent, c'est ça que nous apporte la dialectique de la nature, on n'a pas à opposer les formes elles-mêmes entre elles, mais à les dialectiser, c'est-à-dire à montrer comment l'on passe de l'une à l'autre. Par exemple, en physique, ne pas opposer la matière et l'énergie, ou la matière et l'espace-temps, ou, je ne sais pas moi, le vide et les corpuscules, ou les ondes et les corpuscules. Il s'agit de formes différentes de la matérialité, et l'objet de la physique est de comprendre comment l'on passe des unes aux autres, d'une certaine façon, en restituant ce grand récit non plus mythique, religieux, qui mène de la création par Dieu de l'univers au jugement dernier, mais qui mène effectivement donc de l'évolution de la matière telle qu'elle a pu exister il y a 13 milliards et quelques millions d'années, à la sortie du Big Bang, et de ce qui a précédé le Big Bang, si on peut dire les choses comme ça. Il y a les théories du grand rebond par exemple, et qui a ensuite donné lieu aux galaxies, et puis finalement, de proche en proche, à quelque chose comme des êtres vivants, peut-être pas seulement sur Terre, puisqu'on découvre des milliers d'exoplanètes aujourd'hui, et qu'il y en aura bien une ou l'autre sur laquelle on verra quelqu'un qui déblatérera devant une caméra pour expliquer ses conceptions à ses concitoyens, petits hommes verts avec des oreilles sous forme d'entonnoir. Quelque chose comme ça peut-être. Enfin bref. Bon, alors, cela étant, si vous voulez, le grand enjeu pratique de cette dialectique de la nature, il porte sur les liens entre écologie et communisme à notre époque. Ce serait quand même extraordinaire que les marxistes aujourd'hui, avec un aveuglement extraordinaire, ne voient pas combien leur capacité de comprendre la dialectique de la nature et d'enchasser l'histoire dans la dialectique de la nature elle-même leur permet non pas seulement d'être écologiste, mais d'aborder l'écologie en révolutionnaire et en progressiste. Le grand risque de l'écologie, c'est qu'elle nous renvoie au passé, qu'elle soit archéo, qu'elle soit, ringarde, et qu'elle refuse, au fond, le progrès, la science, les techniques. Bon, évidemment, je ne vais pas jouer ici le rôle de Jean-Jacques Rousseau, se faisant tancer par Voltaire, qui lui disait il prend envie de marcher à quatre pattes, monsieur Rousseau, quand on lit votre livre. C'est pas du tout le retour en arrière ici dont il est question. Bien au contraire. Et je ne suis pas dans les théories de la décroissance. Réfléchissons 2 minutes. La nature, par l'évolution, aboutit à un être, l'homme, qui est, en quelque sorte, une négation naturelle de la nature. Une auto-négation de la nature, puisque l'homme va produire l'artifice, la technique, la conscience débouchant sur la science, elle-même débouchant sur la technique, et donc une transformation profonde de l'environnement. Mais tout cela va se faire sous l'égide de sociétés de classes, divisées en classes, dans lesquelles les hommes se disputent entre eux, les maîtres, les capitalistes par exemple, ou les féodaux se disputent entre eux,
Ce sont comme des meutes de loups se partageant un gibier, ou pire encore, effectivement, exploitent les travailleurs. Et donc des sociétés extrêmement divisées, des sociétés extrêmement barbares sur le fond. Marx disait que la révolution, ce serait le début de l'histoire et la fin de la préhistoire. Vous voyez, on est encore dans la préhistoire. Et quand il dit cela, il nous montre bien que, paradoxalement, dans cette négation de la nature qu'est la société de classe, eh bien, la nature se venge. La nature, en quelque sorte, domine la société. C'est la loi de la jungle, c'est la concurrence libre et non faussée de Maastricht. Eh bien, vous voyez bien que c'est le même mouvement qui doit nous conduire à, supprimer la nature dans la civilisation, c'est-à-dire civiliser l'homme jusqu'au bout, et donc le débarrasser de la guerre de tous contre tous, de la concurrence sauvage, de l'exploitation de l'homme par l'homme, donc du capitalisme et de l'impérialisme, et qui doit de l'autre côté effectivement permettre un autre rapport, un rapport civilisé, un rapport rationalisé, un rapport régulé, un rapport planifié, coordonné à la nature. Et ça s'appelle le communisme. Ça s'appelle le mode de production communiste, dans lequel, effectivement, on cessera d'avoir ce scandale que Marx dénonce dans le Capital, pas seulement Engels. Les gens qui opposent Marx à Engels sont vraiment de petits esprits, parce qu'ils étaient vraiment liés comme les doigts de la main. Et Marx, effectivement, écrivait que le capitalisme ne produit la richesse qu'en épuisant ses deux sources, la terre et le travailleur. Bon, et bien justement, il faut que le communisme produise la richesse, toujours. Bien sûr, c'est ça l'objet de la production, mais sans épuiser la terre et sans épuiser le travailleur. Et ça suppose un plan, ça suppose un rapport humanisé à l'homme et un rapport rationnel à la nature. Donc, pas moins de science, pas moins de technologie, plus de science. Plus de technologie, je dirais même, plus de science fondamentale. Car nous ne résoudrons pas, par exemple, les énormes problèmes énergétiques du XXIe siècle sans faire des découvertes de physique fondamentales sur l'énergie, par exemple. Et donc, par exemple aussi, l'un des objets de la production communiste n'est pas simplement d'être éco-compatible. Ça peut servir évidemment de moyen sans arrêt pour supprimer des usines et donc, accompagner la désindustrialisation. Le PRCF auquel j'appartiens a assez combattu et même a été le pionnier dans les années 2000 de cette bataille sur le produire en France pour que je n'y revienne pas. Mais il faut simplement comprendre ce que sont les forces productives. Le mot force productive, sous le capitalisme, il est complètement dévoyé puisque les technologies sont faites pour le profit essentiellement, pour élargir des marchés auprès des classes qui sont déjà solvables et donc pour leur vendre du gadget en épuisant les ressources naturelles en pure perte. Non, les forces productives, c'est ce qui permet de satisfaire les besoins humains, c'est ce qui permettra à tous les hommes de manger normalement, de boire normalement, d'avoir un toit, de ne pas être accablés sans cesse par des phénomènes climatiques catastrophiques ou par des virus qui se promènent, qui font le tour du monde en 3 mois. Voilà, c'est ça la gestion des forces productives modernes. Et donc, la négation de la négation qui se profile à travers le communisme dans le rapport entre l'homme et la nature, c'est ce qui permettra à la production communiste de reproduire en quelque sorte sciemment, de manière consciente, le rapport que l'homme a avec la nature et donc de reproduire sciemment son environnement. Autrement dit, de travailler sur les éléments, sur l'air, sur l'eau, sur le feu c'est-à-dire l'énergie, et sur la terre évidemment, puisque lisez La situation de la classe laborieuse d'Engels, le premier texte marxiste ou pré-marxiste, si vous voulez, vous verrez qu'il était largement tourné vers la critique des dégradations de l'environnement produites par l'industrie capitaliste. Donc en réalité, ce n'est pas une petite affaire que l'écologie. L'écologie n'est pas un à côté du communisme. L'écologie de demain est au cœur du communisme, naturellement dans le cadre d'une marche à une société sans classe, première chose, de la socialisation des moyens de production et de leur planification nationalement et, si on le peut, internationalement à travers des États souverains coopérant entre eux, partageant la science, mettant l'argent nécessaire dans la recherche fondamentale, réorientant fondamentalement les forces productives pour qu'elles servent les besoins humains et non pas le gaspillage éhonté que nous voyons actuellement, que tout le monde donc effectivement puisse accéder à une véritable vie humaine sans pour autant évidemment gaspiller d'une façon effrénée. Décroissance peut-être effectivement du côté des gadgets, mais croissance, là oui, du côté effectivement
tout ce qui est nécessaire pour que l'homme puisse, les hommes, tous les hommes puissent donc se nourrir, respirer un air salubre, aller se baigner dans une mer qui n'est pas empuantie ou pleine de méduses, et ainsi de suite. Au fond, ici c'est bel et bien une réconciliation, mais d'une réconciliation, non pas derrière Gaïa, la déesse mère, etc., hein, mais derrière, effectivement, un progrès à la fois social, à la fois scientifique, à la fois politique de toute l'humanité. Voilà. Ben voilà, tout ça m'a donné grand soif. Peut-être que vous, ça vous a donné mal à la tête, et bien comme ça, un à un, et à la prochaine. Merci de votre écoute.